Bonjour et bienvenue dans notre podcast Voix de la Méditerranée. Aujourd'hui, on plonge dans un texte vraiment coup de poing, Armer la rage, de Marie-Pierre Lafontaine. C'est un essai, comment dire, percutant, oui, une vraie charge contre la culture du viol, mais aussi contre les violences familiales. L'autrice, elle y explore les traumas sexuels, les directs bien sûr, mais aussi les indirects, et puis ceux plus insidieux qui s'infiltrent comme ça. Elle parle aussi du droit à l'autodéfense et surtout du pouvoir de l'écriture comme riposte, comme réponse. Elle voit son essai comme un combat, c'est ses mots, une avalanche de coups, c'est fort. Alors, tout commence ou plutôt tout bascule avec une agression dans le métro de Montréal, celle qu'elle appelle l'agression de trop. Voilà. Un homme la touche, les fesses, et puis il glisse sa main entre ses cuisses. Sa réaction sur le moment, ben, aucune, rien. La sidération, totale. Elle écrit « Je me suis figée ». Bien sûr, après on refait le match, hein. Elle aurait pu crier, le repousser, frapper même. Mais non, sur l'instant, c'est comme si tout était paralysé. Le corps, l'esprit, c'est ce qu'on appelle la sidération traumatique. Une sorte d'effraction psychique, brutale, qui nous vole notre capacité à réagir, quoi. Et cette agression de trop, elle agit comme un détonateur. Ça réveille des traumas d'enfance qui étaient là, enfouis, et soudain l'image de l'agresseur et celle du père, elles se superposent, et là c'est l'effondrement. Le trauma, donc, La Fontaine nous explique bien que ce n'est pas juste le choc sur le coup, non, ça s'installe après, ça range de l'intérieur. Il y a l'hypervigilance épuisante, la peur panique des transports en commun par exemple, des flashbacks qui arrivent comme ça sans prévenir, le monde qui se rétrécit en fait. Et là, elle fait une critique que je trouve essentielle. Elle critique la définition de base du stress post-traumatique, celle du DSM-3, dans les années 80. Elle dit qu'elle était profondément androcentrique, pensée par et pour des hommes, quoi. Centrée sur des trucs hors normes, genre la guerre, les catastrophes, et ça ignorait largement les violences interpersonnelles, le harcèlement, les agressions dans le couple, des choses plus souvent vécues par les femmes et souvent banalisées. Alors, elle s'appuie sur les travaux de Maria P. Perrout pour distinguer 3 types de traumas. Le direct, bon, ça c'est l'agression qu'on subit soi-même. L'indirect, c'est le choc par identification. Par exemple, voir une autre femme se faire agresser juste après. Ou entendre des récits de violence, ça nous touche aussi. Et puis, il y a l'insidieux. Celui-là, il est plus diffus, mais tout aussi réel. C'est le poids d'appartenir à un groupe qui est ciblé par une violence systémique. La culture du viol, par exemple. C'est de vivre avec cette menace latente tout le temps, même si on n'a pas été agressé directement. C'est une prise de conscience assez fondamentale sur l'étendue du trauma, je trouve. Après son agression, les conseils qu'on lui donne, oh là là, c'est exaspérant. Évite le métro, achète du poivre de Cayenne, serre tes clés entre tes doigts. Toutes ces solutions qui, en fait, mettent tout le poids sur les victimes potentielles. Ça la met vraiment en colère. Elle va même jusqu'à suivre un atelier d'autodéfense, donné par un policier. Et au programme, les stratégies préventives classiques, quoi, marcher sous les lampadaires, surveiller son verre, des trucs qu'elle connaissait déjà, et qui, visiblement, n'ont pas empêché l'agression. Et le pire, ce qui est assez terrible, c'est l'avertissement de l'instructeur. Il dit que statistiquement, les femmes qui résistent s'en sortiraient moins bien. Et surtout, il ne faut pas tester les techniques apprises parce que les agresseurs pourraient s'adapter. La Fontaine, elle dénonce cette vision super restrictive de l'autodéfense féminine, comme si ça devait juste servir à créer une ouverture pour fuir. Jamais pour contre-attaquer, pour encaisser et se relever ou pour faire mal en retour. Alors, face à cette impasse, qu'est-ce qui reste ? L'écriture. C'est là qu'elle décide d'armer sa rage. Pour elle, la littérature, ça devient un espace politique, essentiel, un lieu pour nommer ce qui n'a pas de nom, pour dénoncer ce qui se passe dans l'ombre, pour donner une forme à ces expériences qui nous déshumanisent. Et travailler le style, le rythme, la force des images, le choix des mots, tout ça, ce n'est pas juste de l'esthétique, c'est politique, profondément politique. C'est reprendre le contrôle sur le chaos du souvenir traumatique, le réorganiser, refuser qu'il se répète sans fin. Écrire, alors ça devient une façon de briser le silence, de revendiquer sa survie, sa dignité. C'est construire une mémoire, individuelle, oui, mais aussi collective, contre l'oubli. C'est une vraie contre-attaque. Et elle termine son essai sur une pensée forte, presque provocatrice. Elle rêve d'un jour où ce serait aux hommes d'avoir peur. Peur de la réaction des femmes, peur de leur colère face aux agressions.
Un jour où ce seraient eux qui changeraient de trottoir. Un jour où la colère des femmes serait enfin reconnue pour ce qu'elle peut être. Une arme. Une arme légitime. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast.